Salut à toi. Allez, aujourd'hui, on va voir quelque chose d'un peu plus particulier que ce qu'on voit d'habitude. On va rentrer un peu dans le vif du sujet de Angular, sur certains points en fait d'Angular qui sont méconnus ou moins utilisés. L'idée en fait, c'est de commencer à customiser notre Angular. Donc, on n'est vraiment pas dans la partie fondamentaux d'Angular, hein. Et on va utiliser Angular 18 pour le faire. On va aller construire en fait ce qu'on appelle un CVA, un Control Value Accessor. Donc l'idée c'est on va prendre notre Reactive Form et on va se dire ok, j'ai envie de construire un composant qui soit custom et ce composant j'ai envie de l'utiliser dans ma Reactive Form. Et voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. Puis on va voir en fait qu'on peut même aller un peu plus loin avec un système, une technique qui permet d'aller construire un CVA de CVA, de CVA, de CVA, de CVA, de CVA. En gros ça va donner quoi? Première étape, on va aller construire quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'on va aller faire notre formulaire, voilà, notre formulaire, vous savez, un formulaire normal, hein, un formulaire, donc avec, eh bien, je vais dire NGRX, n'importe quoi, avec Reactive Form, ok. Et ici, on va avoir notre champ de blé, par exemple, super blague. Et donc, ce champ-là, en fait, on va le sortir, on va en créer un composant, donc on va créer un composant dédié, et ce composant va devenir en même temps un CVA. Donc il y a moyen de le faire directement, il y a très peu d'étapes en fait, il faut respecter une interface et faire l'injection de dépendance de ces CVA pour qu'ils soient reconnus comme validator, pas validator, value en fait de notre formulaire, et à partir de là, ça va fonctionner. Et donc on va devoir répondre à un contrat donné, vous allez voir, et donc ce composant CVA, on va pouvoir après aller le greffer comme composant normal dans notre formulaire. Et donc après, on pourra récupérer les valeurs directement. Ça va être à nous, par contre, d'aller écrire toute la routine de détection des changements, de quelle valeur il y a, à quel moment on indique le changement, comment on contrôle. Et on va même pouvoir rajouter ici des règles qui vont être intéressantes, des règles de validation. Donc ici, on va pouvoir dire, ok, t'es valide, t'es pas valide. Donc c'est le validateur, c'est ce que j'ai voulu dire avant. Et donc ce validateur, il va être intéressant aussi, puisqu'en fait, on n'aura pas besoin de l'ajouter dans notre contrôle. Vous savez, dans le formulaire, dans la création de formulaire. Alors, c'est sûr, tu vois, si tu regardes cette vidéo et que tu ne connais pas du tout le Reactive Form, je t'invite à mettre en pause cette vidéo et d'aller voir un peu ce que c'est le Reactive Form. Tu vas le voir directement sur toute la partie ChatGPT, hein, puisque tout le monde y va, mais on peut aussi être un peu plus intelligent que ChatGPT et aller, non je rigole, hein, aller sur la doc officielle. Moi je trouve que c'est toujours intéressant d'aller voir la doc officielle avant d'aller sur ChatGPT, parce que ChatGPT pond des choses et pond souvent des erreurs, même très souvent, bien trop souvent d'ailleurs. Parenthèse fermée. Et donc, moi je t'invite d'abord à aller voir la doc. Alors, on va vite fait y aller voir, hein, Reactive Form, Angular, voilà, et on va tomber sur ici, voilà, toute cette partie-là, d'accord? Donc c'est ça dont je parle, hein, d'accord? C'est cette partie-là, avec la partie form control, la partie form control name, toutes ces choses-là. Si tu ne les connais pas, c'est sûr que cette vidéo, tu vas pas tout comprendre, hein, ok? Donc je t'invite à aller voir. Très souvent en entreprise, on travaille sur les formes groupes, on travaille sur Reactive Form. On a Dieu que pour ça. D'ailleurs, on pense qu'il n'y a que ça. Et en fait, c'est très bien, hein. Attention, je dis, c'est même extraordinaire. Mais des fois, pour des petits formulaires, est-ce qu'il y a besoin d'aller aussi loin? Non, il y a le template driven form qui est super pratique en two-way binding en plus. Franchement, on n'a pas envie de s'embêter. Et vous voyez, en fait, même Angular l'annonce, et moi je trouve que c'est bien de le rappeler, c'est pas en fait un choix clivant marqué dans le marbre, hein, dans une entreprise. Je le vois trop souvent. Ah, on fait ça, et que ça, il y a que ça. Et quand on demande au lead tech pourquoi, c'est parce que c'est comme ça. Non, non, non. On va chercher au contraire à déjà expliquer, hein, moi je vous invite à expliquer pourquoi. Et en plus, on peut vraiment choisir. C'est-à-dire que c'est pas toujours un ou, c'est d'ailleurs jamais un ou, c'est un et suivant le cas, c'est un ou suivant le cas. Donc c'est un et. On peut avoir les deux dans le projet et c'est pas un mal. Non, en fait, c'est pas du tout un mal. Ok? Donc ce qui est dit ici, c'est voilà, si vous avez simplement des petites validations, hein, une logique qui est courte et qui peut être gérée, dans le template, bah allez-y, hein, allez-y, c'est vraiment la bonne idée. Ok? Ok, donc puis là on va pouvoir aller vraiment plus loin avec la partie réactive, tout ça, c'est sûr. On a souvent dans l'entreprise des applications qui ont des formulaires assez complexes. Mais voilà. Eh bien, en parlant de formulaires complexes, eh bien ici, c'est ce qu'on va créer. En fait, on va permettre d'avoir des formulaires complexes. Parce qu'en fait, si on zoome ici, regardez ça, zoom extraordinaire. Si on zoome ici, qu'est-ce qu'on va faire? On a un zoom 291%, vous imaginez? On va rentrer à l'intérieur, puis on va pouvoir créer n'importe quel composant. À l'intérieur, on va dire, ok, j'ai ce composant, plus ce composant, plus ce composant, et on va renvoyer une valeur donnée en fait de ce composant. Ok, c'est vraiment ça. Donc nous, on va le faire simplement à cette étape-là avec un select, juste un select et montrer comment remonter l'information. Et puis après, vous verrez par la suite. Il y a plein de techniques sur select, je vais en choisir une pour vous montrer qu'on peut même mixer les possibilités. Et puis après, vous pourrez travailler ça. Ça, c'est le premier temps. Et dans un deuxième temps, en fait, ce qu'on va pouvoir faire, ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est qu'on va pouvoir dire, ok, j'ai mon formulaire, mais cette fois-ci, si on zoome, hein, si on fait un deuxième formulaire,
On va enlever les couleurs, voilà. Si on zoome sur le formulaire, on pourrait très bien dire, en fait, ok, j'ai une partie de ce formulaire. Ce formulaire, vous savez, on a des groupes de formulaires. Je sais pas, des groupes en gros, hein, le principe de groupe. Souvent, on a un formulaire qui a des groupes. Et bien là, on peut faire un formulaire avec des groupes. Et donc, ces formulaires-là, ces groupes... Oui, il y a un chat qui est passé, j'ai coupé la vidéo. Juste le temps, il est en train de foutre le bordel à côté. Donc, ici... On a ce groupe-là, vous savez, c'est forme groupe, en fait, on peut avoir autant qu'on veut. Vous savez, il y a même les formes array. Eh bien, on va pouvoir, exactement pareil, transformer ce groupe avec à l'intérieur potentiellement des CVA. Et on va pouvoir mettre ce CVA, on va le transformer aussi, ce composant qui contient un forme groupe, on va le transformer en CVA aussi. Et donc, ça va représenter un forme groupe. Ok, ça va représenter un forme groupe. Et ça va être intéressant, en fait. Parce que on va pouvoir, comme ça, réutiliser des CVA. Et on va pouvoir, enfin, recomposer avec tout ceci dans notre formulaire. Voilà l'idée. Ok. Alors, point à noter ici, c'est bien un CVA, un contrôle. Ce n'est pas un groupe, même s'il contient un groupe. On en reparlera. Ok, nous, on va d'abord s'attacher à cette première étape-là. Ok. Eh bien, c'est parti. Hein. Je vous entends dire, oui, Evan. Ok. Alors, c'est parti. Alors, j'utilise le projet Discover Angular 18. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une branche pour éviter la confusion, parce que Discover Angular 18, c'était vraiment sur la découverte Angular 18. Donc là, on va aller faire CVA. Je publierai cette branche. Ok, on va aller créer un composant. On va même faire créer une feature. On va faire une petite feature d'ajout d'un film, par exemple, hein, vous savez. Ou même dans notre jeu vidéo, tiens, on va ajouter un wiki. Pour rester dans la thématique, hein, vous le savez bien. Ok, on y va. Alors, on va ouvrir un deuxième terminal. Ok. ngGenerate component. Ah, vous savez que Angular 19 va arriver. Hein, à l'heure où je tourne cette vidéo, il reste très peu de temps avant qu'Angular 19 arrive. Et vous allez découvrir que Angular 19 a fait ce choix, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans des vidéos, même si les premières fois de mes tests n'étaient pas très probants, je referai des tests là, très très prochainement, mais vous allez découvrir que le standalone va être à true de base. Donc il y a même un système en fait qui va être capable, au moment du passage à Angular 19, il y a la migration qui va faire automatiquement, il va passer tous les composants qui ne sont pas standalone à true. Déjà, il va les enlever, ceux-là. Il va enlever le standalone à true. Et il va passer tous ceux qui sont en standalone à false. Eh bien, il va les mettre vraiment écrit standalone à false. Ça va être vraiment le point essentiel qui va changer la donne. Donc, vous allez voir, c'est assez surprenant. Heureusement, ils ont permis cette migration automatique. Donc, on va voir à quel point ça fonctionne bien. Je n'ai pas encore testé, mais j'ai un projet qui permet de tester ça. Ok, qui date d'Angular 13 que je migre. Maintenant, il est Angular 15, puis je le migre petit à petit. Ok, on y va. Donc, on va faire une feature. On va mettre du coup un Wookies, et on va faire un add Wookie, truc basique. Voilà, c'est bon. Ok. Tiens, vite fait, donc on va aller construire une route pour pouvoir le réutiliser. Ça va être plus rapide. Donc je vais faire un wookies.routes, bloody routes. Ok, export wookies roots de type roots. Ok. Ah oui, il manque un const. C'est pour ça que VS il fume. Je me dis merde, pourquoi tu reconnais pas? Voilà. Ok. Donc on va prendre la route add. Hein, ça va être avec mon path. Ça va être celle de base. Via le coco. Ici, on va faire component et ça va être add wookie. Voilà. Et c'est pour ça là-dessus. On va aller sur notre app route ici. On va faire accolade, on va faire un path. Ah, on va faire un il y a un peu trop de Wookies. On va faire component. Là, ça va être load children. Parce que c'est pas un component qu'on va charger, mais une route. J'aurais pu charger qu'un composant. Ok, import blabla, titi tatala, titi titi tala para pipi para pa poum para, voilà, et routes. Ok, et point then, item, point routes. C'est parfait, non? Ok, app component HTML, le différent on va laisser. Et juste au-dessus, on va faire un menu tout simple, basique, hein, c'est juste pour s'amuser. On va penser quand même rapidement à mettre ici. Attendez, je vais baisser ça parce qu'il y a trop de verbeux là. On va faire sur cette partie-là, on va rajouter notre router link, sinon ça ne fonctionnera pas. Ok, et là on va faire un A, router link, keys, /add, ajout d'un wookie. Grrr. Waouh. Voilà. Ce sera pas mal, non? Ok, alors... Youpi, localhost. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'il y a? Promesse, il y a un truc que t'as pas aimé. J'ai pas dû bien écrire quelque chose, je sens. Je vais trop vite, comme d'habitude. Non. Ok, mon roots. Une porte, zen. Non, tout est bon. Ok. Bon, on va regarder. Ouais, super. Ok, je sais pas pourquoi il fume. Bon, soit. Voilà, il fume, soit. Un petit problème de build. On va faire ajouter un Wookie. Qu'est-ce que tu pleures, Coco? Coco? Je t'ai pas mis la banane. Wookies, add. Si je fais Wookie. Ouais, si je fais Wookie. Alors l'URL est bien reconnue. Intéressant. C'est normal. C'est normal. Vous l'avez, non? Je pensais, parce que je reprends sur un projet existant, il me manque ici le routeur outlet sur la PP Component. Hein. Vous l'avez vu, je suis persuadé. Ouais, hein. Voilà. Ça vous en rend mieux quand même, hein. Évidemment. Voilà. Ok, ça c'est bon, comme ça on peut tester, c'est bon. Très bien, bon bah on va commencer, hein. On va aller construire toute notre étape, donc ça c'était une petite étape en plus qui est toujours sympa à faire. Puis si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez mettre en pause et revoir ce que j'ai fait. Ok, bon c'est un peu le bordel là-dedans, c'est un projet de test. Hein. Donc on y va. Donc qu'est-ce qu'on a à faire ici? Eh bien on va aller construire un custom component ici dans notre wiki. Pour l'instant on va dire un custom. On verra si dans le share d'après, hein, d'accord. Il y a toujours un débat, ouais mais Van, faut le mettre là, où tu le mettrais. Oui, mais ça on verra plus tard. Pour l'instant on teste, les déplacements sont pas très douloureux, surtout si vous êtes sur un TG ou autre, hein, on m'a dit que c'est beaucoup plus agréable. J'ai pas encore l'occasion de tester toutes ces parties-là, je commence à être vieux, je prends mes habitudes, donc je garde ça. VS Code. Ça me permet de pester. Non, ça me permet de rester juste sur mes habitudes, c'est tout pour me focaliser sur ce que je vais vous montrer. Ok, on y va. Donc on va faire un feature ici, on va faire un... D'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans Component. Vous voyez, j'en oublie les bonnes manières quand même. Nouveau folder, Components. Voilà. Ici, on va faire un CTRL-C pour que ça se rebuilde bien. Voilà. Alors, est-ce qu'il va aimer? Est-ce que VS... Alors... VS. Oh là là, c'est bon. Heureusement, j'ai tout arrêté. Voilà. Normalement, il a tout rafraîchi. Oui, c'est bien. Bravo, VS. Et si je build, est-ce que tu vas aimer? J'aime bien pester. En vrai, il est super comme outil, mais niveau détection des chemins, c'est jamais agréable. Ok, bah c'est pas trop douloureux là, super. Vous aimez bien, c'est qu'un changement. Ouais, ouais, bah par expérience, c'est déjà le cas. Ok, donc ça c'est cool. Feature Wookie. Donc on va rajouter ici un customs. Ok. On peut, hein, vous avez vu, vous savez, hein, peut-être, on n'est pas obligé de faire tout le temps le chemin. On peut se mettre à un endroit et créer, hein, ça marche très bien aussi. Là, si là, il est pratique là-dessus. Donc on va faire quoi dans ce custom? On va rajouter un custom select. Ok, on va l'appeler custom select, c'est juste pour CD. Hein. Donc on va créer ce custom select qui est donc en standalone true. Je suis en 18, hein, je vous rappelle. Je vous remontre un package. Je suis en 18, hein, d'accord? Ok, donc mon component c'est bon. Ok, ça c'est bon. Donc à l'intérieur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une select toute simple. Hein. On va rajouter un div quand même pour faire joli. Imaginez que vous ayez par exemple aussi, ce qui peut être bien, c'est que vous avez de l'intégration HTML. C'est-à-dire, il y a une personne qui est chargée, ou une IA, hein, qui est chargée de, je préfère une personne, qui est chargée de la génération HTML de votre contenu. Eh bien, elle va vous permettre en fait de respecter ce contrat-là. Quand on dit par exemple, le select est obligatoirement accompagné d'un label avec tel CSS, etc., bien souvent, encore en 2024, on voit du copier-coller en fait de HTML, moi y compris. Bien, l'idée c'est qu'on peut aussi aller dans des gros projets, construire des custom select pour respecter, ou des custom input, etc., respecter en gros l'intégration HTML. Vous voyez l'idée, hein? Si on prend la Fnac, n'importe quel site en fait qui est professionnel, on a automatiquement une thématique des blocs qui se répètent. Donc en gros une charte graphique, vous voyez ce que je veux dire? C'est cette idée-là. Donc là on va faire un truc basique, hein. On va prendre un label, et on va prendre le label avec un title. Hein. Donc là, on va mettre un title, et ce qui va être génial, c'est que ce title, on va le faire en quoi? En signal, bien sûr. Ok. Ce title, ce label, on va mettre plutôt, on va essayer d'être un peu cohérent. Oui, c'est une fonction, vous vous souvenez, hein, c'est les signaux. Pareil, si vous regardez cette vidéo, vous n'avez jamais vu les signaux, allez voir, j'aurais fait assez de vidéos là-dessus pour en parler. Mais on va pas faire signal, en fait, on va faire input, input required. Input, alors contrôle, point virgule,
required, voilà. Et là, on va mettre de string. Voilà. Donc là, ça impose que le parent, il demande automatiquement, on demande aux parents à setter ce label. D'accord? Voilà, ça c'est bon. Et on va mettre un select. Et ce select là, bah, on va faire. Là, je vais vraiment. Le plus simple, ça permet de faire de la didactique en même temps. Hein. Ici, je vais faire un item et je vais itérer sur un item. Donc là, ça va être des items ou des data, hein, ça sera pareil. Des data. On va faire item, ça sera plus simple. Et pareil, ça va être un système d'itération avec un ID et un label. Alors, tout simple, vraiment. Ok? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dans mon models, on va rajouter un dossier models. Models. On va rajouter index. Là, pareil, ça pourrait être dans le framework, mais on va se concentrer ici. Export interface de select item. Donc, on va prendre ID number et j'ai pas besoin de ID et label. Label de type string. Label, super label, ouais. Chaval, pendant qu'on y est. Ok, on va faire un petit export types. Type select items, list ou select item. Ça, c'est mes habitudes. Non, c'est pas du tout besoin de ça. Pourquoi tu es là? Ok. Ok, voilà. Alors, j'ai abandonné les points-virgules pour info. Hein. Vous avez peut-être remarqué. J'ai abandonné les points-virgules. Donc, voilà, c'est devenu une petite habitude qui est en train d'arriver. Il n'y a pas que moi. Ok. Ah, quoi, hérétique, tu viens du C# et du C, tu renies toutes tes origines. Ouais, bon, faut juste aller tranquillement accepter le changement aussi. Je trouve que c'est en fait beaucoup plus confortable. Pour ceux qui viennent de Python, vous me comprendrez, hein, je pense. Ok. De VB aussi, hein. J'ai fait beaucoup de VB, j'avais pas de point virgule, ça allait très bien. Je mettais juste des underscores par contre pour faire des retours à la ligne, c'était le seul point. Quand il y avait une phrase de code qui n'était pas finie. Ok, donc là c'est bon, j'ai mes items, donc là mes items ils sont là, et puis dans mon custom select, je vais rajouter un deuxième input, qui va être donc les items. Je vais faire pareil un input.required, et je vais prendre des select items que je vais... Voilà, toujours pareil. C'est bon. Ah voilà, faut l'aider complètement quoi. Comme d'hab. Ça me dérange pas, c'est bon, donc là on peut tirer, et puis là on va faire... J'y vais vraiment basique. Hein. Option, là on va faire donc du value, d'accord? On va prendre du value, et puis notre value, on va récupérer la valeur, hein, tout simplement. Est égal, accolade, accolade, item.value, ID. Pourquoi t'es comme d'hab de fumer? Ouais, c'est parce que je pensais. Item. Item.label. Voilà. Ok, donc ici on a tout ce qu'il faut, on a nos labels, c'est bien, on peut itérer. Donc on va tester ce composant déjà, voir comment il va. Alors juste le tester sur ma page. Ok, donc je vais l'appeler. Donc là, custom select. Voilà. Je vais prendre ici un donc items, donc ça va être par exemple on va proposer le Wookie, on va proposer ses armes, d'accord? On va juste faire des armes simples, donc on va faire weapons de type quoi? Est-ce qu'on va faire des signaux? On peut faire un signal ici. Signal, cette fois-ci on va bien prendre un signal. On va aller construire un signal de type donc select items. Voilà. On va aller construire à l'intérieur un tableau. Voilà, ça va bien. Et on va tester quand même avec des valeurs, hein, ça peut être pas mal. Ça, on va faire comme ça. Voilà, on va faire ici. ID de type 1. Et label de type, par exemple, on va mettre l'arbalète. Arbalète. On va dupliquer. Voilà. Et on va faire le pistolet laser. Tout simplement. Tout simplement, je parle des noms. Ok, j'aime pas ce mot d'ailleurs, tout simplement, cette phrase, ce bout de mot, comme on veut. Ce groupe nominal. Et on va prendre ces items, et puis on va l'appeler notre app, et donc du coup, custom select, voilà. Alors il pleure, c'est tant mieux. Il me dit, écoute, il y a le label items qui devaient être récupérés. Vous avez vu, là, le required inputs sont là. Donc on va faire un label, et on va dire, donc du coup, arbre, ok, par défaut, donc arbre. Et là, il va nous falloir les items. Et là, il va nous falloir un crochet.
puisqu'on va passer, on va faire du binding avec ce qui est à l'intérieur de mon component. On va mettre donc du coup les weapons, parenthèse. Et voilà, c'est bon. Hein, on a tout bon. Ok, on va faire que du one-way binding, on veut passer nos informations, il n'y a pas de mise à jour du côté, de mise à jour, ouais, je vais vérifier si j'étais bien dans la caméra, de mise à jour en fait du côté enfant qui va être mise à jour du côté parent, donc on ne va pas utiliser un modèle, il y a un modèle qui existe comme input, comme output, qui est sur le nouveau signal API, eh bien tout ça, il n'y a pas cette partie-là. Nous, on veut juste la partie, donc du coup, je donne l'info à l'enfant. Ok. Voilà, on va tester ça, on va aller voir ce qui se passe, il est toujours en cours, donc c'est super, normalement il doit tourner. Et on va aller voir, on a bien notre arbalète, youpi, tout est gagné, c'est magnifique. Cool. Ok, bon maintenant on va passer à, on va rajouter un formulaire, maintenant qu'on a ça, c'est cool. Il suffit de rajouter tout ce bloc-là, il suffit de mettre tout ce bloc-là dans un formulaire, et donc c'est ce qu'on va construire ici. Donc construire un formulaire ici. Ce formulaire, on va lui donner notre custom, on va lui mettre ce custom. Et donc là, il doit être reconnu, ce formulaire. C'est ça qui va être important, c'est que ce formulaire doit être reconnu. Ce bloc-là doit être reconnu dans le formulaire. S'il n'est pas reconnu, on ne pourra pas. Ok. Bon, on va tout de suite s'empresser pour qu'il y ait la reconnaissance dans mon add-wookie à rajouter, mon cher ami, Reactive Form. Ok. Première étape. Première étape importante. Donc ici, ça va me permettre de quoi? Ah tiens, on va aller voir. Reactive Form Module, vous savez qu'ils n'ont pas encore abandonné les modules sur cette étape-là. Mais que faites-vous en clair? Genre. Mais quand même, ça a questionné en fait. Il nous parle de la standalone, mais en fait, on a encore, vous voyez, un module qui contient contrôle directive, groupe directive, contrôle name, groupe name, bla 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 bla. Tout est là encore. On peut se dire, mais attends, voilà, forme groupe est bien là, la directive. Donc en fait, on a envie de se dire, mais à quand là, le passage? J'espère qu'ils passeront. Pour moi, tout doit se transformer en standalone. Mais je l'ai déjà dit. Attention, c'est pas si gênant que ça. Mais c'est que, encore une fois, on force la taille du bundle. Moi, ça se trouve, je peux tout utiliser dans mon réactif. Mais pareil, ma taille de bundle, si j'utilise plein de formulaires, je peux avoir trop de choses qui sont compilées alors qu'il n'y en a pas besoin. C'est cette idée-là. Si vous n'avez pas compris standalone, allez voir, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus aussi. Ou renseignez-vous sur la doc officielle. Ok, donc on a notre rectiform. Donc du coup ici, notre forme, on va pouvoir faire ici... ah bah oui, mais attendez, pour y aller, il va falloir qu'on crée ici notre... Donc, cher ami groupe. Donc pour ça, le plus simple, je trouve, le plus simple, le plus agréable, moi je trouve, private read only. On va prendre un form builder. Il y en a qui mettent FB, là je le fais didactique, comme vous voulez. Inject de formula. Alors je le fais très scolairement, c'est-à-dire que j'écris formula. Form builder, je peux juste faire inject et créer directement. Mais je vais prendre un form builder. Donc ici, mon form builder, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller récupérer maintenant et je vais construire mon formulaire. Vous savez, Reactive Form, c'est plus template driven form, c'est pas le template qui conduit tout le système de formulaire, des règles, etc. C'est le code component, d'accord? C'est vraiment cette idée-là. Donc là, on va aller construire une forme qu'on va appeler Wookie Form. On va aller construire, donc ici on va faire un this.formBuilder, et là on va créer, alors on peut faire des errors, on peut faire des contrôles, c'est simple, on peut faire aussi du non-nullable, c'est-à-dire qu'en gros, tout ce qui est à l'intérieur est obligatoire à saisir, il ne peut pas avoir de valeur nulle. Ça peut être très pratique quand on a des données qui sont saisissables. On va partir là-dessus pour pas s'embêter, et on va faire un groupe, ok? Ce groupe, en fait, ce qui est point à noter de ce groupe, c'est vraiment, vous voyez ici, j'ai mis des accolades, là. Ça c'est super pratique, c'est comme ça qu'il y a la syntaxe, et les noms ici que je vais mettre, les libellés, ici, donc par exemple je vais faire weapon ID, eh bien en fait c'est notre objet JSON, d'accord, c'est notre objet JSON que je suis en train de déclarer. Donc là par exemple je dis de base il va être CT à rien du tout. Ça va être CTA rien du tout. C'est la valeur que je récupère aussi quand je fais wookieform.value. Quand je fais le point value, je récupère en fait mon objet qui a été auto-construit par rapport à ce qui vient du formulaire du côté template. Ok? Donc ça c'est super pratique. Encore une fois, si vous ne connaissez pas, je vous invite à faire une pause et aller voir vraiment en détail la doc officielle qui est très bien faite de mon point de vue là-dessus, qui est vraiment pas complète, mais qui est déjà bien remplie. Ok, donc là on a créé notre... Ça c'est un contrôle, ok? C'est un form control. En fait, le form builder nous permet de faire un système qui nous évite de faire new form control, new form group. Il n'y a plus besoin de faire ça, ça les crée automatiquement. Form builder. Ok, c'est un builder qui nous facilite le système. Très bien. Alors dans mon custom, d'ailleurs, je vais rajouter un petit truc juste pour que ça facilite. Ici on a un for, je vais rajouter une option ici. Option. Je vais mettre un value à vide. Il vient là. Et je vais mettre select, par exemple,
3 petits points pour forcer la sélection, et que si de base c'est sélectionné, ça va être là. Ok, donc voilà, ça c'est bien, on a une bonne étape, on est déjà 25 minutes, c'est cool. Donc on y va. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? Nous allons chercher, donc du coup, à représenter ce weapon ID pour dire qu'il est, en fait, qui doit être reconnu, ce weapon ID, plutôt que ici, là, ça doit être reconnu comme weapon ID. Alors comment on fait ici? On utilise tout d'abord, en première étape, on utilise un form control name, et on dit weapon ID. Weapon ID. Pour tester tout mon système, ce que je fais, weapon ID, pour pas m'embêter, et je vais utiliser, peut-être que vous connaissez, un pipe qui permet de débugger très rapidement. Je vais faire un this.wikiform, point, et ici value. Je vais le voir en live en fait. Je vais le voir en live. Alors pour le voir, pour que ce soit plus facile que ce soit écrit en texte, je vais utiliser le pipe. Vous connaissez le pipe, ouais. Je vais créer le pipe en fait ici. Je vais appeler mon pipe JSON. JSON pipe. Ok. Voilà. Ça c'est pratique. Comme ça, on va le voir en live. Je vous montre ce que ça donne. Ici, vous voyez ici, weapon. Alors c'est normal, j'ai pas fini mon code. Mais on voit que weapon ID, pour l'instant, il n'est pas seté. D'ailleurs, on va mettre ici 0. Et si on met ça, on voit que c'est 0. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ici à brancher? C'est du côté HTML. Ici, il faut qu'on dise, OK, c'est un form group. Form group, et on va faire mon Wikiform. D'accord? Voilà, on vient de binder le système. On vient de brancher le système. D'accord? Voilà, il nous dit no value accessor. Tiens, no value accessor. Vous voyez? No value accessor. Donc, on va utiliser le control value accessor. OK? Voilà, c'est cette idée. Alors, on va aller voir le code. Tiens, voilà, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit quoi? Missing value accessor. OK? Throw missing value accessor. On va regarder le code un petit peu plus haut. Add control. Et on voit, en fait, on voit qu'il y a un setup control. Donc, on va essayer de se mettre là. On va faire un debug. Et on va aller regarder ensemble. On va faire un F11. On va rentrer dans le code. Voilà. Il y a pas mal de choses. Voilà. J'étais pas au bon endroit. Oui, bien sûr, j'étais pas au bon endroit. Merci, super. Il est passé pas où il fallait. C'est pas grave. Setup control. Voilà. C'est ça. Voilà. On y retourne. On y va. Like setup control. Voilà. If ngame dev mode est undefined. Bon, ça c'est OK. Il va regarder. Et en fait, il va aller chercher. Regardez. Il est allé directement en fait faire le value accessor. Vous voyez ici, il n'y a pas le. Je vais le refaire. Ici, il n'y a pas le. Viens là, Coco. Il n'y a pas le. Regardez mon dir. Mon dir, il n'a pas de value accessor. En fait, il y a un champ qui définit. C'est comme ça en fait que le moteur de formulaire détecte si il peut l'utiliser, savoir ce qui se passe dedans. Ça va écrire des données supplémentaires et qu'il sait en fait des données, des propriétés qu'il sait qui vont être à respecter. J'ai aspergé mon clavier. Ok. Oui, je vais essuyer. Oui. Voilà. Donc, il va aller, en fait, vérifier ce champ-là. Et si c'est bon, regardez, il va utiliser la méthode writeValue. Et il est même capable d'utiliser le set disableState. Et donc, vous voyez ici, regardez, on retrouve the legacy behavior only calls the CVR. Donc, on a bien le control value accessor qui est écrit ici. Vous voyez? Donc, de base, tous les formes control ont un CVA, mais pas ce qu'on ajoute nous-mêmes. Vous voyez? J'amène la logique de comment on comprend le système. Donc c'est dans form. Ok, donc là, c'est normal, ça plante. C'est normal. On a une bonne étape. Donc l'erreur, si vous avez ça, j'ai pas de CVA. Alors comment on fait un CVA? Il y a 2 étapes à respecter. La première, c'est de retourner dans notre component et de dire que notre component, il implements un control value accessor. Ok? Ce n'est pas ça qui va faire que le moteur va fonctionner. Beaucoup de personnes croient qu'il faut obligatoirement respecter ça. Mais non, mais pas du tout. Pas du tout. C'est le problème parce qu'on croit, parce qu'on est habitué à du code qui vient du back-end, c'est-à-dire du C#. On est habitué à vraiment un code ou du Java, qui va cadrer ce qu'on écrit. C'est en effet, là, le moteur va vraiment fonctionner comme ça. Ce n'est pas le cas. D'ailleurs, c'est pas vraiment ça en vrai. Mais ce n'est pas le cas là, ici. On est sur du TypeScript qui génère du JS. À quoi sert d'implement mon control value accessor? À quoi ça sert? Alors, vous avez trouvé? En fait, il sert juste à m'assurer que j'ai bien ce qu'on a vu du côté JS tout à l'heure.
J'ai bien le register, mais ça ne veut pas se dire en anglais. Register on change, que j'ai bien le set disable states, hein, que j'ai bien toutes ces valeurs-là en fait, et que j'ai le right value, qui est le point le plus important. On l'a vu du côté code. On l'a vu du côté code, ok? On l'a vu du côté code. Oui, j'ai une bonne crève. Et on l'a vu du côté code. Ok? Donc ça, c'est un point important. C'est un point important. Et oui, même quand j'ai une maladie, je suis là à faire des vidéos. Ok. Donc, c'est ce qu'on a vu du côté code. Donc, ça nous assure juste qu'on écrit bien right value avec un V majuscule, avec un E, et qu'il est bien présent. C'est tout, parce que du côté JS, ça va disparaître. J'insiste bien là-dessus. Ok? J'insiste bien là-dessus. Voilà, c'est les points à bien comprendre. On va décaler un peu ça, c'est pas très joli de le mettre là. Hein, il est pas très intelligent, je laisse là-dessus. Hein. Il est bourrin. Je suis jamais vérifié dans les paramétrages si on peut dire OK, va rechercher, comme dans VS 2022. Anyway, donc voilà, on a ça à aller vérifier. Le deuxième point, en fait, c'est que pour qu'il soit reconnu dans l'injection dépendance, parce qu'en fait, le moteur qui va être derrière, qui va regarder du côté formulaire, il va regarder s'il y a bien la dépendance du côté code. C'est-à-dire du côté aussi, c'est pas que du côté JS, il en a besoin au moment de l'injection pour vérifier la valeur, l'instance, si elle est bien présente. Pour ça, on va devoir l'injecter. Comment on va faire? Ici, vous savez sans doute, peut-être pas, qu'il y a les providers. Les providers, c'est ce que vous fournissez pour votre composant. Ça veut dire quoi pour votre composant? Ça veut dire que ici, ce composant-là, si je le duplique, tous les services qui vont être ici, quels que soient les services, tout ce que je vais injecter en fait à l'intérieur, eh bien ça va être réinstancié à chaque fois. En gros, c'est ce qu'on appelle du scope ou même du transient de génération. À chaque fois que dans mon formulaire ici, je duplique ici, mettons je fais ça, je peux en avoir 2, je peux en avoir 3. Eh bien, à chaque fois, j'ai une garantie que tout ce qui va être dans le providers, eh bien, va être pas unique, singleton pour toute l'application, mais unique pour ce composant-là. D'accord? Pour ce composant-là. Ok? C'est ça que ça veut dire. D'accord? Bon, là, je vais enlever, il n'y a pas d'intérêt pour l'instant. Ok, vous voyez l'idée? Et donc là, après, la petite particularité, elle se retrouve sur Internet hein, en fouillant un peu. On va faire le provide et on va chercher ce qu'on appelle le NG Value Accessor. Le NG Value Accessor, c'est une garantie en fait de respecter le moteur. Et donc du coup, pour les formes contrôle. Vous voyez, c'est vraiment ce point-là. Ok? Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser ce qu'on appelle un use existing, puisqu'en fait il est déjà présent mon objet. Et on va utiliser le forward ref. Alors le forward ref, c'est une particularité. On va aller voir ce que c'est sur Internet. Forward, alors, je vais le récupérer. Forward, voilà, il est là. On va aller voir ce que c'est. Alors, scope. Alors, l'instance est utilisée quand le token dont on a besoin, eh bien en fait, c'est pas encore défini la valeur. C'est très pratique, par exemple, quand vous faites des systèmes où on a un composant et il attend quelque chose, mais en fait, il n'est pas encore fourni. Ou aussi pour contrer les systèmes de dépendance circulaire. Ok? Et donc ça va être pratique. Un exemple ici, regardez, c'est une circulaire dépendance. C'est-à-dire que ici, on a une classe draw qui a besoin d'un lock. Et ici, on dit, OK, lors du constructeur, on utilise la façon constructeur, je vais faire un inject de forward de lock, parce qu'en fait, regardez, dans mon lock, je dis quoi? Eh bien que j'ai besoin de draw. Vous voyez, le do a besoin du lock, le lock a besoin du do. Donc comment on fait? Eh bien en fait, on va garantir que quand j'injecte l'un puis l'autre, eh bien ça va éviter, ça va casser la dépendance, que ça va s'injecter l'un après l'autre en fait. C'est ça l'idée. D'accord? Et ça va s'injecter au moment où il y aura l'un après l'autre. Donc ça va éviter ces problèmes-là. Voilà, c'est ça qui est pratique. Donc c'est quand on a un parent et un enfant. Typiquement là aussi, on a le parent qui est le child comme enfant. Et vous voyez le child qui est appelé. Et là ici, on a le parent qui va récupérer, vous voyez ici le child qui a besoin du parent. Parce qu'on a besoin de récupérer des valeurs, parce qu'on veut vérifier que, voilà, il y a plein de possibilités. On peut le faire grâce à ce système qu'on appelle le forward ref. En fait, ça donne une temporisation, en fait, si vous voulez. On peut voir ça un peu comme ça. C'est une temporisation. Tu vas aller reprendre forward, hein, tu vas aller reprendre la référence du composant une fois qu'il est chargé. Mais d'abord, tu prends le composant parent, puis après, tu prendras le composant enfant niveau injection. Ça évite autrement, ils vont s'instancier, puis en fait, ça pète. Hein. Ça fait un Stack Overflow. Ok, donc ils appellent ça Circular References. Ok, donc c'est ce qu'on va faire là pour dire ok, on injecte d'abord mon parent, puis on va aller le donner à ngValueAccessor qui lui en a besoin d'abord. Donc il y a ngValueAccessor, puis on dit ok, quand le composant est prêt, tu peux le charger. Ok, vous voyez l'idée? Ouais. Yes, donc ici on retourne sur notre petit. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va donc utiliser ce forward ref. Forward ref. Yes, il est là. Ouvre tes yeux. Et là, en fait, c'est une fonction hein, qui va fournir qui? Ben, notre custom
select element, quand il sera prêt en fait. D'accord? On va le faire en multi pour dire, ok, tu peux en avoir autant que tu veux, hein, ça c'est important, le multi, qui va permettre de garantir que tu peux en avoir autant que tu veux, éviter d'en avoir qu'une seule instance dans l'injection dépendance, parce qu'en fait, on peut avoir plein de ng value accessoires. D'accord? Voilà, grâce à ça, ici, on vient d'avoir le système. Alors, vous allez voir que ça va fonctionner, pas fonctionner. Hein, si on exécute, ça va... Alors, on va enlever ça. On va exécuter tout. Ah zut, j'aurais dû le garder. C'est pas grave, c'est trop tard. C'est pas grave, bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Console, t'es où? Source, voilà. Bon, hop, on y va. Voilà, on va dans la console. Par contre, bah ça y est, hey! On a quelque chose d'intéressant, regardez, ça y est, il y a le méthode not implemented, on a le write value, donc le write value c'est quoi? C'est mon composant qui dit, mon formulaire en gros, hein, qui dit, hey, voilà la valeur que tu dois saisir. Ok, on a bien le ng changes aussi qui est là. Tiens, en gros, il y a toutes les méthodes que le moteur a besoin. Et ce n'est pas parce que j'ai écrit ça. Non, c'est inhérent en effet. C'est parce que quand j'écris ça, ça me force à écrire du code JS qui va être là. D'accord? Et donc là, on a bien le méthode not implemented. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va binder les valeurs de notre select. On va dire, ok, quand ça change ça, qu'est-ce qu'on donnait comme information aux parents, à mon formulaire, à mon form group parent. Ok? Vous voyez, on a un bloc qui est un composant qui a plein de choses à l'intérieur, et il va falloir qu'on le transforme, qu'il mime le comportement de ce qu'est un form control, grosso modo. D'accord? Donc c'est ça qu'on doit faire. On dit, ok, passe-moi une valeur, ok, moi je la set. Maintenant c'est en train de bouger là dans mon composant à moi, je te préviens que ça bouge. Voilà, c'est cette idée-là. En parlant de ça, je te préviens que ça bouge, eh bien, il y a le register on changes. Donc on a une fonction qui arrive, et il va falloir qu'on l'utilise celle-là, qu'on va prévenir que ça change à l'intérieur. Ah, c'est comme un output, c'est le même système. D'accord? Bon, ils auraient pu utiliser une put, mais ça n'a pas été décidé. Donc, ce qu'on va faire, ici, on va récupérer une fonction. On va récupérer une fonction qui va garder la valeur. Donc, cette fonction-là, c'est celle qui va permettre de prévenir. Donc, on va faire un private unchange. Unchange. Alors, le format du private unchange, il est assez simple. Hein. Vous le voyez peut-être là. Ici, il est ini. Il est ini. Donc nous, on va essayer d'aller un peu plus loin. On va se dire que, ok, le unchange, il peut ne pas être fourni. Donc ça peut être un undefined. Ou alors, ça peut être... Donc là, on va écrire ce qu'on appelle un typage de méthode. On va dire, ok, moi j'ai une value. Hein, j'ai une value de type string, par exemple, que j'ai besoin de récupérer. Et qui renvoie void. Voilà, et ça va me permettre de cadrer. Alors, l'inconvénient de ça, alors qu'est-ce qu'il a pas aimé? Qu'est-ce qu'il a pas aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Must be parent... Ah oui, c'est vrai. Il n'aime pas parce qu'il faut le parenthéser, sinon... Ça lui plaît pas, trop mal il confond, il sait pas d'où ça écrire. Hop, voilà, hop. Des fois, il y a des virgules qui reviennent de temps en temps. Bah oui, parce que là, il les a ajoutés automatiquement. Ok. On a un deuxième, c'est le touch. C'est pareil, c'est la même, c'est presque la même, sauf qu'en fait, ici, je n'ai pas de valeur. C'est juste informé que ça a été mis à jour. Untouched. Ok, voilà. Donc, ces deux-là, on va récupérer. Donc, on va récupérer notre change. Première étape, this.onChange reçoit fn. Ah, j'aime pas fn, mais function. Hein. Change, on va changer quand même. Ça laisse trop de... Hein, vous voyez ce que je veux dire. This.onTouch reçoit donc untouched. Voilà. Voilà, donc là on a déjà les deux premières informations. Ici, si on n'en a pas besoin, vous voyez, c'est potentiellement nullable ici. Hein. Donc on n'en a pas besoin, on va la laisser. C'est qu'on peut mettre à jour un état si on le souhaite. Là, on va pas le gérer du tout. Et on va voir comment on écrit la valeur. Donc là, il va falloir trouver comment on passe la valeur à notre select. Donc pour ça, le plus simple, pour moi, c'est quoi? C'est qu'on va utiliser un form group. N'importe quoi. Un template driven form. Ah, ça va être le plus simple. Donc là, ici, on va faire un form group. Bah si, c'est un forms group. Un forms module, pardon. Un forms module. Forms module. Voilà. Et on va faire de la banana in the box. D'accord? Et comme ça, on va présenter une value ici. Value reçoit chaîne vide pour l'instant. Et ce qu'on va faire, c'est que... Alors ça, on va le remonter toutes les deux. Voilà, je préfère mettre les priorités au début. On va mettre la value. Cette value, on va aller la setter sur mon formulaire. D'accord? Vous voyez l'idée, hein? Et je vais faire quoi ici? Je vais faire du banana in the box. Banana in the box. NG. On va pas s'embêter. Hop, voilà, ng model reçoit la value. Et voilà, ça va se mettre à jour directement. Et voilà, c'est bon. Donc là, comment on va faire? Notre value, il y a un write value. Donc là, c'est le parent. Hein, c'est un input en gros. Hein. C'est le parent qui nous donne les données. Donc on fait OK. This.value reçoit obj. D'accord? Obj. Et ça va se mettre à jour. OK.
Et donc, il y a ça. Et puis maintenant, ce qu'on veut faire, c'est qu'on aimerait détecter le changement. C'est-à-dire que quand il y a un changement, on aimerait l'avertir. Donc là, il y a une possibilité, c'est que plutôt que faire une value, je vais le refaire, je vais un peu vite. Je vais refaire, je vais vous faire un schéma, hein, ça va peut-être un peu vite. Ok, on va revenir sur notre Excalibur. Si on zoome sur notre composant CVA, qu'est-ce qu'on va faire? Hop. On va faire quoi? On a un composant CVA, on va faire qu'à l'intérieur, on a un select. D'accord? On a un petit select. Je vais vous le refaire. Un petit select ici, comme ça. Ce qu'on veut, c'est quoi? C'est que c'est un peu comme un input-output. Hein. On veut donner une valeur ici, et que ici, cette donnée soit passée à cette valeur. Donc là, la méthode, c'est writeValue. Ok? C'est writeValue qui va faire ça. Non, ici, bah, c'est le formulaire. Ici, comment on l'a écrit, on a fait... on peut faire this. Comment on l'a écrit ça? On va pouvoir faire un this.form, mon form, hein, point setValue, par exemple. Ok? Et on va passer la valeur, par exemple. Par exemple, ici, bah, ça va être weapon ID reçoit 2, pardon. D'accord? Et donc là, ça utilise le weapon ID, ça utilise le writeValue intérieur. Et puis, il y a aussi le fait que moi, quand je change, vous savez, quand je sélecte à l'intérieur, quand je change cette valeur, ben, je veux savoir et je veux prévenir ici mon formulaire. Et là, ça va être le onChange. Pardon, ça va être le change ici. Ici. D'accord? C'est cette idée-là. This.onChange. C'est ça que je vais chercher à faire. Ok? Vous voyez, c'est vraiment le cycle. Donc, c'est input-output, hein, mais ça s'écrit pas pareil, c'est tout. Allez savoir pourquoi ils ne sont pas respectés le même schéma, j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien discuter avec la team Angular là-dessus pour savoir. Donc ça, comment on va le faire? Ben nous, on a utilisé un banana in the box, un two-way binding, c'est-à-dire dès que je mets à jour, dès que je change la valeur ici, automatiquement, le forms module, hein, donc ce système de ng module, met à jour ma valeur. L'inconvénient, en fait, c'est que j'aimerais savoir à quel moment je set cette valeur. Or là, dans mon code, regardez dans mon code, je n'ai pas la possibilité. Là, je sais juste que la valeur, elle est là, on me la passe, là c'est mis à jour, et ici, dans mon select, bah, je suis un peu bloqué. Donc vous voyez, en fait, je suis bloqué dans l'histoire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais y aller un peu plus subtilement, et je vais faire comment? C'est-à-dire que je vais créer un champ privé. Je vais créer un champ privé. Donc ici, un private value, que je vais mettre à vide. Ici, je vais faire mon value reçoit cette valeur, d'accord? Et ce que je vais faire ici, je vais faire un getSet. Donc les private fait là, je vais faire un getSet. Donc je vais mettre tout en bas. GetValue. On peut le faire de plein de façons. Return this.value. Pardon. This.value. Ok. Et je vais faire un set avec item de type string. Et je vais faire un this.value reçoit item. Comme ça, je détecte ma valeur. Et qu'est-ce que je pourrais faire ici? Je vais faire un this.unChange. Ici, if. Hein, if this.unChange. Et this.unChange de this.value. Ok? Vous voyez l'idée? Je récupère ma valeur. Je suis au courant. Et puis, je préviens quand même qu'il y a une mise à jour. Hein. If touch. Ça permet aussi de savoir où ça en est. Touch. Et this.untouch. Ok? Voilà. Comme ça se met à jour. Comme ça, on va être au courant de ce qui se passe. Ok? Voilà la première étape. Bon, on est déjà à 43 minutes, c'est cool. Donc là, on a bien les valeurs. Alors, on va tester, on va voir où on en est. Normalement, on a toutes les valeurs, on a tout le système. On va voir si tout est ok. D'accord. Donc là, si je fais arbalète, alors qu'est-ce qu'il me dit? Cette value. Ah, donc on va avoir un petit problème de mise à jour. Ok. Alors, bon, on a mal écrit. Hein. Bon, j'ai mal écrit. Ah, voilà, ça marchera mieux. On va les vérifier ensemble. Comment il va mieux là? Et on va faire weapon arbalète. Oh, regardez. Ça marche. Ouais. Donc, on a notre CVA. On a notre CVA qui est en train de prévenir le weapon et il se met à jour. Donc, directement. Il reçoit bien la notification. C'est le change hein, qui fait ça. D'accord? On va même setter, là, regardez, on arrive sur c'est vide, parce que j'ai mis vide. Mais regardez, mon writeValue, il va être appelé. Mon writeValue, il va être appelé. Comment? Si je vais dans mon wiki. Ici aussi, je mets 0, je mets 1, admettons. Mettons, on met 2. Non, j'ai pas de 2. Si, j'ai 2. Oui, j'ai du 2. Ok, j'ai du 2. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez, hop. J'ai bien le pistolet laser qui est bien le deuxième qui était cité. C'est pas mal, non? C'est pas mal. Ok, c'est cool. Alors maintenant, on va rajouter une petite étape. Ça va être la fin de cette vidéo. Ça va être quoi? On va permettre de dire qu'il ne faut pas que ce soit vide. Et moi, ce que je veux, en fait, c'est pas de le gérer du côté parent, c'est le gérer moi en tant qu'entité. Moi, en tant que contrôle, je sais déjà mes règles. Ok? Je connais mes règles. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une nouvelle étape à mon custom.
Toujours pareil, c'est l'enfant qui sert. Et donc là, on va dire, ok, je veux être un validator. Un validator. D'accord? Et donc toujours pareil, ce n'est pas parce que je mets validator que ça va fonctionner. Non, c'est parce que ça me force à écrire du code JavaScript. Et que je l'écris bien. Donc vous voyez, on a le register on validator to change. Ça, c'est quand on a tout un système de contrôle de plusieurs contrôles à valider. Et puis ici, on va aller rajouter. Donc nous, c'est le point qui est le plus important, c'est pas celui-ci. Nous, bah, c'est qu'on va les valider. Comment valider? On va faire quoi? If this.validate value, ou value, hein, point value, ici, est différent de nul, est différent de chaîne vide. Allez, différent de chaîne vide. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va renvoyer nul, vous voyez, écrire return nul, c'est-à-dire que c'est valide. Sinon, en fait, on va faire quoi? If... on peut le faire de plusieurs façons ici. If.value, if not value. Et là, on va faire quoi? On va faire un return et on va essayer de construire un objet qui est un validation error. On va aller voir ce que c'est le validation error. C'est en fait un dictionnaire. C'est un clé-valeur. D'accord? C'est un clé-valeur. Et il y a même un ini parce qu'on peut mettre ce qu'on veut dedans. Donc bah, c'est ce qu'on va ramener ici. On va aller ramener ma valeur. Quelle est la valeur qui est importante ici? Eh bien, on va dire qu'il faut qu'il y ait un required à true. Required. Et ça va mettre à jour le error hein, à l'intérieur. D'accord? Ça va mettre à jour. Voilà, donc là, on vient de valider ça. Alors, qu'est-ce qui tu pleures? Oui, parce que là, potentiellement, ça peut ne rien ramener. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... on va faire ici... On va plutôt me prendre une valeur. Let result. Ce sera nul. Voilà. Et on va plutôt le faire comme ça. Result soit et return result. Voilà, c'est mieux. Parce qu'il y avait un cas d'undefined en fait. D'accord, donc de base c'est nul. Si la valeur n'est pas bonne, on prend required et c'est bon. On peut faire l'inverse. Hein. On peut faire l'inverse. Vous discutez. Ok, voilà, on est bon. Alors ça ne fonctionnera pas. Mais bon, j'ai déjà fait le système de validation. Il faut en fait rajouter un ng quelque chose qui va nous permettre de valider l'ensemble. Et c'est exactement le même système ici. Il faut un deuxième, c'est particulier. Il faut un deuxième, mais c'est plus un ng value. Le value, c'est pour value accessor. C'est pour vraiment le contrôle value accessor. C'est un bon moyen de se rappeler. Là, ici, validator, il nous faut un ng. J'ai dit ng. Validators. Ok? Même système, même schéma. D'accord? Ok. Donc là, c'est cool. Ça va fonctionner. On va vérifier ça. Donc là, je vous rappelle, il faut cette partie-là, respecter le validator, et après, binder la partie validate avec les règles que vous souhaitez. D'accord? Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier que tout est ok. Comment on va faire? En fait, ici, on va mettre notre bouton. On va prendre un bouton. On va dire ok, save, hein, enregistrer. Enregistrer. Ok, et on va dire que notre bouton il est désactivé si ma forme n'est pas bonne. Donc là, on va prendre un disable et on va faire un form group, wookieform, que dis-je, wookieform.valide. Voilà. Et si c'est pas valide, on met à jour. Ok, on bloque le bouton. Yes, on est sur du JavaScript. Hein. Donc là, on est sur bon. Et là, si je mets là, regardez. Tadam. Ok, c'est pas mal, non? C'est super pratique. Donc dans une prochaine vidéo, j'espère la faire la semaine prochaine, normalement j'aurai un petit peu de temps, je vous préparais cette idée-là de, ok c'est cool, on va pouvoir aussi faire donc un contrôle value accessor de contrôle value accessor, ça va être cool. On va vraiment aller vers cette idée-là de un composant qui contient des sous-composants, il va devenir un composant CVA, il contient des CVA, ou pas d'ailleurs, et il va renvoyer l'information. On va utiliser pour ça le reactiveform.unChange, je spoil un peu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous voyez qu'en Angular 18, on a encore ce système-là. Vous verrez qu'il y aura quelques petits points d'ailleurs qui seront améliorés là-dessus, mais on a une étape qui est propre. On va pouvoir comme ça respecter tout le système de notre template graphique, hein, donc notre charte graphique qui va être intéressant à respecter. Donc ça, c'est cool. Je vous invite vraiment à respecter ça. Vous voyez que les étapes, une fois qu'on les connaît, elles sont assez, entre guillemets, pas simples, mais elles sont automatiques en fait, hein, à respecter. Je vous remonte. Donc il y a la première étape, contrôle value accessor avec la partie ici.
La deuxième étape, validator avec cette partie-là. D'accord? Ça, c'est le premier point. Puis après, on va récupérer notre change, notre touch et les valeurs. On va écrire cette valeur-là. Donc, on va la mettre en avant. Et puis, on va aller après récupérer l'unchange, untouch pour pouvoir les communiquer et prévenir. C'est un système d'output. Prévenir le parent, donc notre formulaire ou notre groupe. Hein. Eh oh, c'est mis à jour. Et puis, du coup, dès que c'est mis à jour, on va être au courant. Et on va aller dans la validation, par contre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier, ça c'est les règles. Hein. Donc si on a plein de données, on va aller vérifier ça. C'est nous qui définissons les règles avec des et, des ou, des etc. C'est à nous de garder la logique et ça va être assez propre. Là en plus on a créé un composant qui est agnostique. Hein. C'est vraiment un composant qui ne sait rien, un composant dumb, hein, on peut faire ce qu'on veut avec, hein, entre guillemets. C'est-à-dire on va juste lui donner des items et un label. Et en plus on a mis un schéma qui est visuellement... Hein, ici, on peut changer de template graphique. C'est quand même pas mal, non? Voilà comment on peut construire en fait petit à petit des librairies aussi. Et je vous invite vraiment à le mettre dans une librairie, ça par exemple, hein, si vous savez faire. Yes, allez, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et promis, très prochainement, je reprends les lives. Là, voilà, 36-15 ma vie, c'était pas possible quand on est malade. Eh bien, ça va repartir très bientôt. Des lives qui vont arriver, ça va faire du bien. Par contre, début novembre, pas possible. Si vous regardez cette vidéo à ce moment-là, début novembre, ça sera pas possible. Mais après, je pourrai enchaîner. Je vous dis à très vite. De toute façon, il y aura d'autres vidéos. Ciao, ciao.